Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler des formulaires et champs de formulaires en HTML. Alors il faut savoir que sans formulaire et champ de formulaire, il n'y a pas d'interaction possible entre l'utilisateur et le site, à moins d'utiliser des liens hypertextes qui permettent juste au clic de changer de page ou d'afficher de nouveaux éléments. Mais si vous voulez que l'utilisateur puisse, par exemple, tout bêtement se connecter et taper son nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe, obligatoirement ça passe par un formulaire avec à l'intérieur des zones de saisie, ce qu'on appelle des champs de formulaire. Donc ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui, c'est mettre en place donc un formulaire et de voir les différents champs existants qui vous permettront donc de travailler notamment l'UX de votre projet. Alors pour ce faire, je vais partir sur une page HTML nouvelle, juste pour tester les différents éléments. Je vais l'appeler formulaire. Je vais charger à l'intérieur le squelette HTML grâce au plugin HTML Skeleton de Brackets. Et nous y voilà. Alors, déjà première chose à savoir, un formulaire obligatoirement doit être créé dans un premier temps en utilisant la balise forme. Donc ça c'est indispensable. Et ce que je vous conseille de faire toujours, c'est d'appliquer un nom à votre formulaire. Alors vous pouvez utiliser pour ça une classe, un identifiant si vous le souhaitez aussi. Je vais l'appeler essai. Alors ce formulaire pouvant bien sûr lui-même être à l'intérieur d'une autre boîte, que ce soit un article, que ce soit une section ou autre. Donc là je le mets directement dans le body pour tester. Alors, suite à ça, dans le formulaire, vous avez normalement d'autres attributs, notamment l'attribut action, qui est censé permettre de définir la page PHP qui va récupérer et traiter les données saisies. Donc là, pour le moment, je le mets en stand-by, puisque nous n'allons pas utiliser du PHP. Et vous pourriez aussi avoir d'ailleurs notre argument, c'est l'argument méthode qui permet de définir de quelle manière on envoie les données à la page de traitement en PHP. Est-ce que c'est par une méthode qui s'appelle la méthode get ou est-ce que c'est par la méthode post? Alors, peu importe là que vous connaissiez la différence ou pas entre les deux, juste rapidement, la méthode get, elle permet de passer les données mais en les rendant visibles dans l'URL, ce qui n'est pas le cas de la méthode post qui les transmet sans les rendre visibles. Mais nous n'utiliserons pas ces arguments sur notre module d'intégration. Alors, les champs maintenant qu'on peut trouver pour un formulaire. Alors, le premier champ possible, alors les champs généralement utilisent la balise input pour fonctionner, je vous le dis. Donc balise input, qui est une balise auto-fermante comme la balise IMG, la balise image. Et cette balise input, en fonction d'un attribut qui est l'attribut type qu'on va lui appliquer, va pas forcément toujours afficher les mêmes choses. Alors premier type possible pour un input, le type button. C'est tout bête, mais si vous faites ça, vous allez avoir tout simplement un bouton. Alors je parle pas de lien hypertexte, je parle bien de bouton cliquable qui va apparaître dans votre page. Alors vous voyez que de base, nous n'avons aucune information écrite à l'intérieur du bouton. Sachez que si vous voulez afficher du texte sur le bouton, vous devez lui joindre l'attribut value en précisant entre guillemets le texte à afficher. Allez, je vais mettre par exemple valider. Donc résultat, nous avons le bouton valider qui apparaît à l'écran. Je peux cliquer dessus. Alors il se passe rien, bien sûr, il n'y a pas de traitement effectué dessus, mais le bouton existe. Ensuite, l'autre type disponible. Alors les autres types disponibles. Alors les checkbox. Les checkbox sont littéralement les cases à cocher. Donc si vous mettez un input checkbox, alors au passage les inputs étant des éléments en ligne, ils se mettent côte à côte. Même si là j'ai appuyé sur entrée, au final la case à cocher sera à côté du bouton valider. Et voilà ce que ça donne, j'ai une case qui peut être cochée. Donc là à ce moment-là, ce qu'il vaut mieux faire, c'est bien sûr préciser avant ou après le input le texte correspondant. Alors s'il faut choisir par exemple, je ne sais pas, si on souhaite rester connecté, il vaut mieux le saisir effectivement après le checkbox.
Vous pourriez même d'ailleurs cet élément-là l'encadrer à l'aide d'une nouvelle balise, la balise label, qui signifie tout simplement l'étiquette. Ce serait l'étiquette du champ. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est possible. Si vous avez en plus donné un nom à votre input, vous pourriez dire que c'est le label de l'input que vous avez nommé XY, checkbox par exemple. Alors pour ça, il faudrait utiliser l'attribut for. Et vous mettez ici dans le for le nom que vous avez donné au input. Donc ça suppose que le input soit nommé, alors non pas par l'utilisation de classe, comme j'ai pu vous l'expliquer auparavant, mais vraiment en utilisant la notion de nom, name, le nom de champ. Donc là, si je le nomme connect, le label serait appliqué pour connect. C'est entre parenthèses, le retenez pas forcément, mais voilà, on pourrait même aller jusque là. Donc les checkbox. Alors au passage, si vous voulez que les champs soient sur des lignes à part, vous pouvez très bien utiliser des BR. BR étant une balise signifiant break, qui permet de faire un retour à la ligne et de mettre du coup les éléments sur deux lignes distinctes. Donc balise break. Ou alors, vous encadrez à l'intérieur d'un paragraphe vos inputs, tout simplement, de manière à ce que chaque input soit sur un paragraphe à part et du coup sur une ligne à part. C'est également possible. Donc en tout cas voilà, le input de type bouton et le input de type checkbox. Qu'avons-nous ensuite? Nous avons les champs date, les date speakers. Et je vais mettre le texte, choisir une date devant, même plutôt que derrière, ce sera plus logique. Donc tout simplement, à ce moment-là, vous allez avoir choisir une date, le petit date picker. Alors soit vous tapez directement la date, ou vous cliquez ici pour aller choisir la date dans un calendrier. Bon. Vous avez, suite à ça, les inputs de type email qui vont vous permettre tout simplement de saisir une adresse email. Donc c'est un champ de saisie tout bête, sauf que si vous ne saisissez pas une vraie adresse mail, il va tout simplement vous l'indiquer, il va vous dire il manque le arrobase dans ce champ là. Donc il y a un contrôle si vous voulez de ce qui est tapé au niveau de l'adresse mail. Donc là vous voyez qu'il n'y a pas de souci, quand je tape une vraie adresse, il ne m'embête pas avec ça. Donc le type email. Vous avez ensuite l'input de type texte, c'est peut-être le plus commun. Et là, tout simplement, c'est une zone qui vous permet de taper du texte, et quel que soit le texte, avec espace, avec caractère numérique, etc. Alors, passage qui pourrait être intéressant, vous voyez, c'est d'écrire en amont dans le champ ce qu'il faut faire par rapport à ce champ. Par exemple, si je veux que ce soit un champ pour saisir ici mon nom ou mon identifiant, j'aimerais que ça soit déjà visible à l'intérieur. Pas devant comme on a pu le faire là, mais vraiment à l'intérieur du champ. Alors si vous souhaitez faire ça, vous avez la possibilité d'appliquer au niveau de votre input un attribut qui s'appelle placeholder. Et dans l'attribut placeholder, vous pouvez mettre le texte à afficher dans le champ avant de commencer la saisie. Donc par exemple, je mettrai saisissez votre identifiant. Et résultat, vous voyez, il apparaît à l'intérieur du champ ce texte, et à partir du moment où je clique, et où je tape du texte, tout simplement le placeholder disparaît, pour laisser place à ce qui a été saisi. Donc intéressant, le placeholder. Alors au-delà du texte, vous avez les inputs de type mot de passe, c'est-à-dire password. À la place de texte, vous mettez password, et là, saisissez votre mot de passe
Visuellement, on a l'impression que c'est la même chose, et pourtant, quand vous allez commencer à taper votre mot de passe, vous allez voir apparaître des petits ronds. C'est-à-dire que contrairement au type texte, on ne voit pas en clair ce qui est saisi, c'est masqué. Donc ça, c'est un champ de type mot de passe. Vous avez ensuite les inputs de type file, type fichier. Alors cet input-là va vous permettre de faire apparaître dans votre page un bouton choisir un fichier qui vous permettra, suite au clic, d'aller chercher le fichier de votre choix sur votre ordinateur. Donc par exemple, ça peut être pour joindre une photo de profil ou autre élément. Donc le type file. Vous avez également disponible alors une balise qui pour le coup ne commence pas par input, c'est une balise qui s'appelle text area. Qui signifie zone de texte, donc tout simplement vous allez avoir une zone qui peut d'ailleurs être agrandie, vous voyez, pour vous permettre de taper du texte long sur plusieurs paragraphes, à la différence des zones de saisie ici qui ne sont que sur une seule ligne. Alors vous allez avoir aussi les boutons d'options, alors on appelle ça les boutons radio d'ailleurs. Donc ce sont les inputs de type radio. Alors vous allez voir, ça ressemble beaucoup au checkbox, sauf que vous voyez que c'est rond au lieu d'être carré, et on peut de la même manière les sélectionner, les cocher. Et le principe généralement c'est qu'on les trouve par paire ou en tout cas en plusieurs exemplaires. Alors si c'est par exemple choisir un sexe, on pourrait avoir ici homme, femme et inconnu. Donc vous voyez qu'on aurait à ce moment-là 3 possibilités. Mais le problème étant que normalement un bouton radio, quand vous en cochez un, il décoche les autres. Et c'est également l'objectif bien sûr de la balise input. Et pour que ça soit effectif, il faut tout simplement nommer vos inputs radio de la même manière. Donc, par exemple, on va nommer ça par l'intermédiaire de l'attribut name. Name étant le nom, mais vraiment non pas comme les classes ou les identifiants, c'est vraiment le nom de l'élément. Et on va nommer ça sexe, et on va mettre le même nom pour les autres boutons radio, et c'est ce qui va les mettre en quelque sorte en liaison. Et c'est ce qui fait que maintenant, si je clique sur femme, vous voyez qu'il me décoche inconnu, et si je clique sur homme, il me décoche femme. Les trois sont liés en réalité. Alors vous pouvez très bien en cocher un par défaut. Par exemple, si on veut que ce soit homme qui soit coché par défaut, on peut lui rajouter un attribut, l'attribut checked, qui fera que ce sera l'élément coché par défaut dans le groupe de boutons radio. Alors pour continuer sur cette notion de champ, vous avez aussi les inputs de type tel. Alors, je vais pas forcément m'éterniser sur ce type-là, d'autant plus que ça sera pas vraiment visible là sur le navigateur Chrome Bureau, version Bureau, mais normalement quand vous allez à l'intérieur d'un champ tel et que vous êtes sur un smartphone, il va vous changer le clavier du smartphone. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en alphanumérique, vous n'aurez que des valeurs numériques pour pouvoir saisir un numéro de téléphone. Donc c'est la différence avec un élément de type texte par exemple. Alors vous avez autrement sinon les types number. Et là vous voyez, vous avez les petits boutons pour augmenter ou diminuer les nombres qui vont se mettre dans le champ. Donc c'est vraiment du type nombre. Alors vous avez également le type URL comme pour le type tel, qui permettra sur une version mobile d'avoir un clavier qui se transforme pour mettre automatiquement le .com, les 3W, etc. Donc pas forcément visible sur un navigateur pour bureau. Et vous avez ensuite, pour terminer, le type submit. Alors il ressemble beaucoup au type button, sauf que lui il a pour objectif de soumettre les éléments saisis dans le formulaire. Donc, par exemple, vous voulez envoyer les valeurs saisies dans le formulaire, donc je lui rajoute le value pour que le texte apparaisse sur le bouton.
et c'est ça qui va permettre d'envoyer les données saisies à la page de traitement PHP. Autrement, en termes de mise en forme, il ressemble trait pour trait à un input de type button. Alors je rajoute une dernière chose à ça, vous avez aussi carrément la balise button qui existe, qui elle est une balise ouvrante associée à une balise de fermeture, à l'intérieur de laquelle vous mettez le texte que vous souhaitez rendre visible sur le bouton, par exemple OK. Vous voyez qu'en termes de mise en forme, c'est pareil, ça ressemble trait pour trait au input de type button et au input de type submit, sauf que lui, il peut s'utiliser hors cadre formulaire. C'est-à-dire qu'on pourrait l'avoir non pas dans un formulaire, mais directement dans une boîte. Alors le cas le plus fréquent, c'est ce qu'on avait sur notre petit essai, là, petit wireframe, c'est le bouton burger en fait. Donc sur ma page index, généralement le bouton burger, on le remplacerait par la balise button, avec entre les balises ouvrantes et fermantes de button, le texte du bouton. Alors, si je mets burger, c'est un petit peu bête, mais c'est un peu ça. Burger. Et qui serait donc le bouton permettant d'afficher le menu mobile. Sauf que si vous voulez vraiment avoir à ce moment-là les 3 petits traits du bouton burger, il faudrait remplacer le texte burger par une image qui serait une image de bouton burger tout simplement. Hein. Alors je pense pas que j'en ai là dans le dossier, alors c'est pas grave. Je vais mettre burger.png et je vais mettre dans le dossier image tout simplement une image de bouton burger. Bouton burger. Hop. Je vais enregistrer ça dans le dossier média image. Burger. Enregistré. Et du coup, on aura bien cette image, donc burger. Hop. Au niveau du bouton. Alors bien sûr, il faudra redimensionner l'image. On va le faire directement en HTML, mais il vaut mieux le faire en CSS. Et on aurait bien un bouton avec l'image du burger à l'intérieur. Donc voilà pour les différents éléments input donc, que vous pouvez avoir pour un formulaire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle notion sur le module d'intégration. À très bientôt.